Enregistrer, on va démarrer l'enregistrement. Et on va partager. Très bien, donc on va vous parler aujourd'hui d'un des projets ciblés du PEPR Forest et la restitution pour vous présenter à toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément suivi aussi près qu'ils le souhaiteraient l'état des lieux, enfin en tout cas le projet ciblé tel qu'on l'a soumis et qui est en cours d'évaluation et qui va ne pas, sans trop tarder, normalement vendredi, qui devrait, croisant les doigts, être validé. Donc ce projet ciblé s'appelle Monitor, son acronyme est Monitor, et donc c'est Smart Ecological Forest Monitoring System, ou forêt système de suivi des forêts et des systèmes forestiers écologiques intelligents, intégrés. Alors, je vous parle en même temps que je valide l'arrivée des gens, parce que je ne sais pas comment faire autrement. Et donc, mon discours est un petit peu haché. Je vais mettre en grand écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est bon? Ouais. Super. Très bien. Voilà, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On est une petite trentaine là déjà, donc c'est pas mal. Voilà, donc le projet ciblé Monitor s'intéresse au, au suivi donc des forêts, suivi écologique des forêts, et part du principe on peut s'appuyer sur des avancées très significatives en termes de suivi des forêts à l'échelle globale, du suivi aussi des flux et des stocks de forêts, parce que ça, c'est essentiel pour des enjeux de carbone, mais qu'il y a aussi des enjeux de biodiversité, des enjeux de multifonctionnalité dans les forêts qui sont essentiels à suivre et que on a encore des questions de recherche qui sont associées à ces suivis forestiers qui sont ouvertes et que des outils comme les PEPR sont tout à fait adaptés pour poser ces questions, les mettre en musique et renforcer les communautés de recherche à l'échelle française sur ces thématiques-là. Donc l'objectif de l'ensemble du PEPR Forest, qui est socio-écosystème forestier et compréhension et étude des socio-écosystèmes forestiers, et s'appuie particulièrement sur l'idée de, de comprendre le système forêt et comment ce système forêt est utilisé par les humains et peut profiter dans différents contextes dont on va aborder certains dans ce projet ciblé. Alors, ce qu'on vous propose de faire dans ce projet ciblé, donc qui va avoir une durée de 6 ans maintenant, c'est de développer de nouvelles méthodes et des outils, ainsi que des protocoles de validation pour établir un chemin pour pouvoir créer des, des, euh, des inventaires forestiers qui sont bien sûr des outils très, très complexes à mettre en œuvre. L'inventaire forestier national, par exemple, il ne s'agit pas du tout de se substituer à l'inventaire forestier national, mais de développer une science qui permette d'appuyer les décisions futures pour un inventaire forestier futur pour pour faire du monitoring. Donc, naturellement, l'idée, c'est pas de faire, de remplacer cet inventaire forestier national, mais c'est d'explorer plusieurs directions. L'une des directions, c'est la direction de ce que peut apporter l'outil télédétection aujourd'hui pour l'observation des forêts. Une deuxième direction, c'est comment on peut s'appuyer sur les connaissances de terrain et les suivis de terrain, à la fois pour la compréhension de l'écosystème forestier et la compréhension de la biodiversité forestière. Et un troisième axe de recherche, c'est comment euh, s'appuyer aussi sur les connaissances historiques qu'on peut avoir des forêts
et replacer les forêts dans le temps long. Donc ces trois axes tracent une trame de ce projet ciblé. Alors, les questions de recherche et les hypothèses du projet Monitor sont donc en cohérence avec ce que je viens de vous dire à l'instant. C'est d'un premier point où, quand et comment les forêts, le couvert forestier, la biomasse et puis la santé forestière changent dans les forêts françaises. Donc, il y a plusieurs axes là-dedans, comprendre euh, comment et si on peut cartographier le couvert forestier à des intervalles fréquents et donc dans une couverture totale, donc comme on dirait en anglais wall-to-wall, donc avec une résolution spatiale qui soit importante, enfin précise en tout cas, euh, comprendre comment les décisions socio-économiques et puis le changement climatique et tous les enjeux qui sont associés au changement climatique peuvent expliquer certains de ces changements-là, ou tous les changements-là, idéalement, pour donc attribuer les changements qu'on observe, et puis aussi avoir comprendre comment on peut porter ces outils et puis ces réflexions au-delà de la France métropolitaine, dans les forêts tropicales ultramarines françaises, que ce soit en Guyane française, que ce soit dans les Caraïbes, à l'île de la Réunion, ou dans le Pacifique et en Nouvelle-Calédonie. Le deuxième ensemble de questions et d'hypothèses, c'est comment comprendre comment la biodiversité forestière change dans l'espace et dans le temps. Alors là, on a choisi des axes qui sont spécifiques et naturellement, certaines et certains d'entre vous pourront se poser la question pourquoi ce choix-là. Donc, c'est des choix qui sont en partie opérationnels. On ne peut pas forcément couvrir tout le spectre des possibles avec un projet ciblé, même si c'est un projet qui est ambitieux. Le premier axe de recherche consiste à poser la question de savoir comment la composition en espèces d'oiseaux et de chauves-souris sont contrôlées par la structure forestière et de sa composition. La deuxième, c'est comprendre comment les plantes du sous-bois est contrôlée par les conditions microclimatiques et aussi par les changements à long terme de la forêt. Troisième axe, ça consiste à faire un focus sur les forêts protégées françaises et d'essayer de comprendre comment ces forêts protégées contribuent effectivement à la protection de la biodiversité en comparaison aux forêts qui sont des forêts de production. Et le quatrième axe, c'est un axe un petit peu différent qui consiste à avoir un volet de modélisation pour comprendre comment intégrer toutes ces étapes de connaissances. Donc, je vais aller un peu plus dans le détail dans les prochains slides pour détailler ces différentes questions qui vont être déclinées sous forme de tâches dans le projet ciblé. Voilà. Et le troisième axe, c'est de comprendre comment les forêts françaises ont changé par le passé à des échelles de temps qui sont relativement courtes. Donc là, le choix a été fait dans le premier axe de comprendre comment la limite forestière, forêt-non forêt, altitudinale, a changé en lien avec le changement climatique, mais aussi avec les perturbations qui sont de nature humaine. Alors, donc, naturellement, dans les deux grands massifs forestiers français que sont les Alpes et les Pyrénées. Donc, c'est un choix on pourra rediscuter, mais c'est une thématique qui est très intéressante, qui recoupe pas mal des enjeux de télédétection qu'on a vu, qu'on mobilise, et puis des enjeux aussi de pratique, compréhension des pratiques et de l'utilisation des forêts par les humains. Et puis des échelles de temps qui sont plus longues, qui peuvent être abordées par des méthodes de paléo-environnementales et de comprendre comment les forêts, par le passé, ont été perturbées de façon en plus répétée et par des différentes causes de perturbations qui sont naturelles ou anthropogéniques, et en particulier les feux, mais aussi d'autres causes. Et la question posée étant comment le registre paléo-environnemental peut documenter ces perturbations répétées et replacer dans le contexte les perturbations dont on est les témoins aujourd'hui
en ce moment, là, vraiment, les forêts françaises sont exposées à des perturbations, mais est-ce que ces perturbations sont exceptionnelles ou relativement normales par rapport à ces échelles de temps longues qu'on peut retrouver dans le registre fossile ou dans le registre passé? Voilà, alors rapidement, le projet le Work Package 1 est un Work Package assez classiquement de coordination, consolidation et de, on va dire, de transfert. L'idée étant qu'on a un nombre de partenaires qui est très important dans le projet. Donc, il y a 18 laboratoires qui sont impliqués dans le projet. Et donc, on a besoin d'avoir une coordination que l'on va assurer, Camille et moi. On a aussi choisi d'intégrer une tâche qui est arrivée très récemment dans le projet, qui est la proposition de mettre en place un observatoire des forêts socio-écologiques avec les partenaires du Bêta à Nancy. Donc, je vais vous parler un petit peu plus. Donc, je ne vais pas vous parler plus que ça de coordination de projet et d'outreach, parce que j'imagine que vous avez à peu près l'idée de ce on veut faire là-dedans, mais on sera prêt à répondre aux questions si ce n'est pas le cas ou si vous voulez des clarifications. Sur la tâche 3, je vais quand même vous dire quelques mots de plus. L'idée ici, c'est que on veut absolument arriver à croiser toutes les connaissances qui vont être générées au sein de ce projet euh, ciblé Monitor avec la pratique de gestion forestière. Ça, de façon qui nous permette d'avoir une approche sur l'ensemble du territoire français. Donc pour ça, on a choisi dans tous les work packages de ne pas s'appuyer sur des sites particuliers, sur des régions particulières, mais sur l'ensemble du territoire. Et vous allez voir dans les work packages suivants que ce qu'on souhaite produire, les cartographies qu'on souhaite produire, alimentent déjà une connaissance qui peut être à l'échelle du parcellaire, à l'échelle du cadastre, et qui nous permet d'avoir des connaissances sur les changements de forêt d'une année sur l'autre. Donc, ce qu'on sait déjà facilement accessible, c'est les limites cadastrales, puis c'est des données qui sont publiques. C'est la fraction qui bénéficie d'un statut protégé. C'est le volume de stock forestier qui en croissance, ou le type forestier aussi, avec la BD forêt, la fraction pourrait être exploitable. Et puis, il y a tout un ensemble de variables socio-économiques qui pourraient être, euh, qui pourraient être détectées ou minées par du text mining dans un ensemble de produits qui pourraient être, par exemple, des produits issus de collaboration avec le Centre national de la propriété forestière, le CNPF. Donc ça, très clairement, c'est l'un des projets qui est peut-être, à mon sens, le plus ambitieux dans ce qu'on veut faire dans le projet ciblé. Donc, je vous le mets en avant, d'une part pour susciter vos questions ou demandes de clarification, et puis d'autre part parce que c'est quelque chose qui est, enfin, c'est la partie du projet qui est de loin la moins mature, mais dont on pourra parler. Ce qu'on aimerait faire, c'est mettre en place une géodatabase qui serait ouverte et qui nous permettrait de comprendre quels sont les services écosystémiques à l'échelle des forêts françaises, jusqu'à l'échelle cadastrale, et qui nous permettrait aussi de détecter les pratiques de management sur chacune des parcelles et qui serait un outil vraiment, pas forcément de gestion, mais de compréhension des modalités de gestion à l'échelle territoriale et peut-être d'aide à terme. Mais je rappelle encore qu'on est un projet de recherche et que l'objectif, c'est pas de rendre opérationnel ce genre d'objet à très court terme, mais c'est de comprendre quelles sont les capacités aujourd'hui qu'on peut mobiliser sur ce type d'outils. Alors, sur le Work Package 2, les choses sont plus claires. Le Work Package 2 s'organise en 3 tâches. La première sera pilotée par Philippe Siès du CEA et cherche à cartographier par apprentissage profond la hauteur de forêt et la biomasse forestière avec des techniques innovantes. La deuxième tâche sera pilotée par Jean-Baptiste Ferré, INRAE, et Thierry Belloir du département de santé des forêts, tous les deux présents aujourd'hui qui pourront répondre aux questions
et cherche à attribuer les causes de ces changements forestiers, en particulier des pertes forestières, qu'elles soient dues à la gestion, ou qu'elles soient dues à des causes, disons, de problèmes de maladies ou de problèmes de feu ou autres, ou de dépérissement. Et la troisième tâche, et là je passerai la parole à partir de cette troisième sous-tâche à Camille. L'objectif est de travailler sur la mise en place d'un réseau de suivi intégré des forêts à l'échelle ultramarine. Voilà, alors je vais continuer sur les deux prochains transparents à vous parler sur la tâche 1 et 2 pour vous donner un peu plus de clés de compréhension sur ce qu'on souhaite faire sur ces deux tâches. Donc la première tâche, ici, qui sera pilotée donc, par le CEA, consiste à utiliser des outils d'apprentissage profond pour faire des cartographies de la forêt française. Donc ça, c'est des choses qui, de facto, ont déjà été publiées cette année. Bon, c'est la thèse de Martin Schwartz, d'ailleurs, qui va soutenir sa thèse mardi prochain, de mémoire, au CEA. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien Zoom. Martin, pendant sa thèse, pardon. Martin, pendant sa thèse, a donc fait des méthodes où il a combiné des informations en optique, Sentinelle-2, en radar, Sentinelle-1, et puis la hauteur forestière a été dérivée de l'instrument JEDI qui est à bord de la Station spatiale internationale, enfin qui était à bord de la Station spatiale internationale jusqu'à janvier de cette année. Et vous voyez que à gauche, là, vous avez des cartes Google avec des parcellaires forestiers qui sont assez clairs, et vous voyez que le modèle arrive à retrouver la hauteur, je ne sais pas pourquoi ça vient en arrière, la hauteur des forêts. Là, les codes couleurs vous donnent une idée de la hauteur forestière. Et donc ça, c'est des données qui ont par ailleurs été validées par des données indépendantes qui viennent de l'IFN et, et du réseau Redecofor, et puis d'un certain nombre d'autres types de données de terrain. Donc ça, c'est des types d'outils qui sont très très riches. La résolution spatiale est de 10 mètres, et on peut imaginer mettre en place des cartographies tous les ans à partir de l'apparition des données Sentinelle, donc disons typiquement à partir de 2016, jusqu'à la fin du projet du PEPR. Donc on aura des cartes annuelles de hauteur de forêt. On peut aussi espérer mettre en place des cartes de biomasse aérienne et de volume sur pied de l'ensemble des forêts françaises. Alors naturellement, encore une fois, j'insiste sur une troisième fois pour dire que c'est des outils de recherche, que ce type de résultat n'a pas pour finalité de se substituer à l'inventaire forestier, parce qu'il y a encore beaucoup de validations, il y a encore des incertitudes spatialement explicites qui sont mal documentées, mais c'est un outil qui est très très riche et qui nous permet d'aborder les questions à l'échelle de l'ensemble du territoire et de façon avec une couverture complète. Donc en s'appuyant sur ces données-là et puis en s'appuyant sur pas mal d'autres avancées qui sont faites, on pourra se poser la question dans la tâche 2 de comprendre comment ces changements qu'on observe dans la tâche 1 peuvent être expliqués par des, des causes qui peuvent être naturelles ou pas naturelles. Là, naturellement, je vous ai montré un cas un petit peu dramatique et pas mal étudié, c'est les dépérissements de l'épicéa en France, avec voilà, des causes qui sont biotiques et qu'on pourrait essayer d'attribuer sur les cartes de façon, en essayant de trouver des traces à la fois donc sur la carte de ces dépérissements et puis aussi des signatures spectrales de ce type de changement forestier. Voilà. Je passe la parole à Camille pour la troisième sous-tâche. Merci. Alors, moi, je vais parler d'une tâche qui est un peu différente. C'est plutôt une tâche orientée sur les données d'inventaire et donc, du terrain. Mais cette fois-ci, pour tourner son regard vers les outre-mer, sortir un peu de la métropole. Donc, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de données qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément ni organisées en réseau, ni même en fait forcément dans un format
interopérables. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est de déjà mettre ces données sous une plateforme commune, un portail de données qui puisse être utilisé facilement et de produire des données qui soient ensuite utilisées notamment pour la validation de cartes de biomasse, par exemple, euh, et, euh, et de rendre ces données plus visibles à une échelle nationale et internationale. Voilà, on peut peut-être passer à la slide suivante. Donc maintenant, je vais parler un peu du troisième work package qui, lui, s'intéresse plutôt au suivi de la biodiversité. Donc là aussi, c'est très orienté plus terrain et aussi un peu modélisation. Donc il y a plusieurs aspects qui sont abordés dans ce work package et que Jérôme avait mentionné un peu tout à l'heure. Il y a un premier aspect sur le suivi des oiseaux et des chauves-souris à partir de données de bioacoustique qui sera mené par Kevin Darras et déployé sur les parcelles René-Confort, qui sont des parcelles de forêt exploitées par l'ONF et suivies sur le temps long. Une deuxième tâche qui est plutôt sur la... merci. Qui est plutôt sur les aspects de microclimat que vivent les forêts pour prendre en compte cette échelle un peu plus fine de réalité environnementale des forêts, qui sera pilotée par Jonathan Lenoir du CNRS et développée sur plusieurs réseaux différents, mais plutôt en favorisant des réseaux de suivi de long terme aussi. La troisième tâche, cette fois-ci, c'est qui va s'intéresser plus particulièrement aux forêts protégées, notamment à travers le réseau de, mince, non, les réserves nationales de France, et qui sera mené par Lucie Zinger et Flavien Chantreau. Et une quatrième tâche, enfin, plus modélisation cette fois-ci, qui permettra un peu de mettre aussi en musique toutes ces informations et de prendre à la fois de changer d'échelle spatiale et temporelle sur ces données-là. Donc, la première tâche, permettra de déployer un système de suivi bioacoustique orienté vers les oiseaux et les chauves-souris dans les parcelles René-Confort, comme j'avais mentionné, et aussi de faire de la validation de ces données pour ensuite pouvoir entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettraient de traiter ces données d'une manière un peu plus automatique et standardisée, ce qui serait un développement de méthodes très utiles par la suite, notamment si on considère que le suivi d'oiseaux va rentrer, je crois, dans la réglementation européenne de suivi des forêts, donc ça pourrait être des méthodes tout à fait intéressantes dans le futur. Et ça permettra de suivre, voilà, d'avoir déjà une première base de données opérationnelle et utile pour ce genre de questions, sachant qu'il existe déjà des données dans des forêts protégées, donc ça peut être aussi assez complémentaire avec ce genre d'informations. La deuxième tâche, donc cette fois-ci, ça va être l'idée de développer comme je disais, un suivi de capteurs, des capteurs de microclimat dans plusieurs réseaux, dont le réseau René-Confort aussi, et de créer une base de données sur ces informations et de coupler ça aussi avec des données, notamment des données avec le couverture LIDAR à l'échelle française pour avoir une meilleure modélisation des microclimats forestiers. Et relier ceci aussi avec puisque c'est développé dans des parcelles où il y a un suivi de la flore, de pouvoir aussi coupler ces informations avec une biodiversité, les informations microclimat avec une biodiversité locale. Voilà, la troisième tâche, cette fois-ci, permettre de renforcer les suivis forestiers dans les réserves, dans les zones protégées en France. Et avec un deuxième, donc ça c'est un premier volet plus sur des données d'inventaire, il y a un deuxième volet un peu plus exploratoire sur des données d'ADN environnemental issues de l'eau de pluie et qui permettrait de développer des méthodes un peu novatrices sur ces questions-là pour avoir des meilleures estimations de, biodiversité locale.
Voilà. Et enfin, un quatrième volet, cette fois-ci modélisation, comme je le mentionnais, qui permettra de coupler des modèles plus de dynamique locale avec des modèles à des échelles paysages. Et ensuite, donc ça permettra par exemple de coupler ces informations avec les suivis de biodiversité, mais aussi de microclimat, et de faire des projections donc, selon différents scénarios et différentes hypothèses pour les forêts françaises. Ok, Voilà, je ne merci sais pas Camille. s'il y a des choses que je voudrais mentionner en plus. Ouais. Je reprends la main pour la suite. Je voulais juste insister sur le fait que la tâche précédente s'appuie sur l'Observatoire des forêts sentinelles qui a été mis en place par la RNF et qui est un outil assez intéressant à la fois de suivi des forêts, suivi de la biodiversité, mais aussi de suivi des socio-écosystèmes forestiers. Là, en l'occurrence, des socio-écosystèmes de forêt protégés. Système forêt protégé. Donc, je fais la, le dernier work package, là, Camille. Ouais, ça marche. Ok, super. Donc là, on souhaitait quand même dans ce projet-là aussi aborder des enjeux de temps long, parce que c'est toujours des questions qui sont très très importantes de savoir quel est le contexte temporel sur des écosystèmes forestiers, donc qui sont des écosystèmes qui se développent sur plusieurs décennies et qui s'installent aussi potentiellement sur plusieurs siècles, de savoir quelles sont leur histoire à la fois récente et ancienne. Et donc, on peut s'appuyer sur une communauté scientifique qui est très, très dynamique, à la fois sur des enjeux de changement de long terme, que ce soit sur l'échelle du siècle ou l'échelle du millénaire. Et c'est pour ça que ces deux tâches-là ont été associées au projet ciblé Monitor. Je pense qu'il y aura des, des- pas mal de choses à discuter autour de ça et beaucoup de discussions et de cross-fertilisation entre les work packages grâce à ce dernier work package. Donc concrètement, la tâche 1 pardon, la tâche 1 consiste à explorer la tree-line, la limite forêt-non-forêt altitudinale, en essayant d'explorer à la fois la limite et les changements de limite sur des échelles décennales en s'appuyant sur des images optiques que pourra nous fournir l'IGN et d'essayer de voir est-ce qu'il y a eu montée ou plutôt baisse de cette tree line au cours du temps. Donc, on a des idées assez claires sur ça naturellement. Mais une chose plus intéressante, c'est attribuer les causes de ces changements, sachant que beaucoup de ces écosystèmes par le passé, à la limite, ces écosystèmes d'altitude ont été très occupés par les humains par, en France, et que du coup, il y a un contexte historique qui est très fort, et comprendre cette dynamique, ça passe par une compréhension aussi de, de la, de- du contexte historique et sociologique de, de de ces écosystèmes. Et puis, naturellement, le troisième point, c'est de regarder en quoi ces limites forêt-non-forêt peuvent être affectées dans le futur en raison du changement climatique et en quoi ça peut aussi avoir des impacts sur la biodiversité. Ces écosystèmes de montagne étant naturellement des écosystèmes particulièrement importants en termes de conservation et les forêts aussi. Voilà. La dernière tâche se place à une échelle de temps plus long encore. Donc là, je vous présente une publication récente qui a été, alors, qui concerne des forêts boréales, pas des forêts françaises, mais conceptuellement, on voit bien que sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de quelques milliers d'années, on voit des transitions assez fortes sur les forêts boréales, avec des changements floristiques qui peuvent être détectés par des pollens, des changements aussi de fréquence de feu qui peuvent être détectés et quantifiés par les charbons, par les charbons dans le sol. Et ça, combiné, ça permet d'avoir une vision assez précise de la fréquence des perturbations et de leur cause potentiellement en lien avec des événements historiques qui peuvent être documentés et qui, à l'échelle de la France, sont probablement quand même assez bien connus. Donc, replacer dans le contexte les grandes transitions forestières françaises, que ça soit autour de l'an 1000 ou autour de la période romaine, ça peut être quand même un objectif
très intéressant et qui est plus ouvert que ce qu'on pourrait croire d'après nos collègues. Et donc, on s'attend à avoir des résultats intéressants si on est capable de couvrir une bonne partie des biomes forestiers à l'échelle française, en incluant les forêts méditerranéennes, les forêts du nord de la France et de l'Est. Voilà, alors je finis sur une vision un petit peu cauchemardesque, désolé pour ça, de tous ces tâches hein, qui sont donc les tâches qu'on a représentées ici, qui sont assez, comme vous voyez, assez fortement liées avec les autres projets ciblés et assez fortement reliées les unes avec les autres. Donc là, vous avez en haut la tâche 1.3 que je vous ai présentée au début, l'Observatoire des socio-écosystèmes. À gauche, la tâche 2 d'observation de la Terre typiquement à l'échelle globale ou à l'échelle nationale. À droite, les enjeux de biodiversité et en bas, les enjeux historiques. Vous voyez que tout ça, c'est interconnecté. Alors pour les personnes qui n'avaient pas trop suivi les autres projets ciblés du PEPR Forest, il y a donc le premier projet ciblé s'appelle Régéadapt. Et donc, ça s'intéresse à la régénération forestière dans un contexte de forêt changeante, donc piloté par Georges Kunstler et Bruno Locatelli. Le deuxième projet, c'est un projet sur les multirisques, un projet ciblé, pardon, sur les multirisques. Pardon, je reviens en arrière, encore une fois. Et le troisième projet, c'est le Forest Hub, qui est piloté par le GIP et Ecofor, et qui est donc qui a un ensemble, qui va développer un ensemble d'outils, des living labs, et des moyens d'interfacer la science de la décision, la science de la gestion, et puis les enjeux d'observation de sciences écologiques. Voilà, donc tout ça, vous voyez qu'il y a des liens très forts qu'il faudra encore, bien sûr, concrétiser, renforcer entre les tâches et ces projets ciblés. Ça reste à être mis en musique, mais on a déjà des idées assez claires sur quel type de livrables peuvent être fournis par ces différentes tâches pour bénéficier aux autres projets ciblés, pour que vraiment on travaille de façon, pas en silo dans les différentes tâches, dans les différents work packages et dans les différents projets ciblés. Même si les choses peuvent paraître un peu compliquées ici, on voit assez clairement les interfaces qui peuvent se mettre en place. Pour finir, juste un mot sur la gestion du projet hein, en termes de management. Donc Camille et moi assurons la gestion du projet. On a un conseil scientifique qui va nous aider à appuyer les décisions. Donc Adam Ali, qui est professeur à l'Université de Montpellier, Philippe Siès, dont j'ai déjà parlé, qui est au CEVA, Jonathan Lenoir, qui est au CNRS, Philippe Maisongrande, qui est au CNES, et Marion Gosselin, qui est à l'INRAE. Donc, ces personnes-là donc feront partie d'un comité exécutif qui permettra de se réunir régulièrement et d'assurer les échanges d'informations et qui sera composé de toutes ces personnes plus les responsables des différentes tâches. Donc, on a donné les noms au fil de l'eau là durant cette présentation. Voilà, voilà. Et pour finir, donc voilà la liste probablement pas encore exhaustif, mais en tout cas qu'on a déjà bien avancé sur les différents partenaires, différentes équipes qui sont impliquées dans ce projet. Et vous voyez qu'il y a pas mal de monde, il y a pas mal de sites sur la France, donc c'est assez riche déjà. Euh, on a essayé quand même d'associer les laboratoires qui sont activement impliqués, mais il y en aura d'autres, c'est sûr et certain. Et donc, on est complètement ouvert à de nouvelles collaborations au fil de l'eau pour ce projet-là et pas du tout fermé. Voilà, je vais revenir peut-être sur les deux slides avant parce que j'ai vu que à ce moment-là, Laurent a posé une question, a levé la main. Laurent s'attendra à lever la main et donc je vais te laisser la parole. Je vous remercie pour votre attention. Oui, non, pardon. Oui, sur sur cette slide-là, en fait, bah, j'ai assisté aux autres webinaires. Et puis, moi, je me posais la cohérence des dispositifs terrain entre tous les projets ciblés. Parce qu'il y a, enfin, bref, il y a à un moment donné, il y a certains sites qui vont pouvoir alimenter tous les projets ciblés. Comment vous allez gérer ça? Comment
Comment on va mettre en cohérence l'ensemble des données? C'est ta question. Comment on va mettre en cohérence l'ensemble des données qui vont être produites dans le projet? Est-ce pour s'assurer qu'elles sont interfacées? C'est ça, et puis parce que tu vois, il y a des territoires où qui vont pouvoir alimenter à la fois le PC1, le PC2, le PC3, etc. Et donc, alors, c'est pas forcément une question spécifique à vous, hein, Hum. mais je l'ai posée aux autres PC, en fait, quand j'étais. Voilà. Alors, c'est une bonne question, hein, je te remercie. Alors, l'une des réponses, c'est qu'on a un PC spécifique qui est, euh, qui est un PC d'intégration des données, dont j'ai oublié l'acronyme, désolé maintenant, qui est piloté par Christian Pichot. Ah oui, alors pour les données, c'est Christian, mais par contre, pour la partie site, territoire, etc., à différentes échelles, là, c'est, pour moi, c'est plus flou parce qu'en fait, quand tu discutes avec chacun des porteurs, bah, chacun a leurs objectifs. Et puis, en fait, quand tu vois tout l'ensemble, il y a, franchement, je pense que vous avez progressé mais énormément, quoi, entre la première version et puis celle qui est maintenant. On voit arriver un truc d'ensemble qui est vraiment magnifique. Alors, par contre, je suis, enfin, je suis malheureux pour vous parce que l'État passe de 50 à 40 millions d'euros, c'est quand même ballot. Mais en tout cas, il y a un ensemble là qui est en train de se mettre en place, qui est magnifique, qui est super joli. Et il y a, voilà, c'est pour tous les projets ciblés en fait, hein. Peut-être je peux Ouais. apporter quelques éléments de réponse, parce qu'on en a pas mal parlé les 2 derniers jours là, et j'ai vu qu'il y avait Christophe aussi, donc peut-être qu'il complétera. Il y a un enjeu effectivement même juste logistique, quand on commence à réfléchir en termes de voilà, comment on va interagir sur tous ces terrains. Et en fait, quand on fait la liste, on en a plein en commun. Donc ça, c'est déjà une étape. Et puis aussi la finalement, mise en regard de toutes ces informations qu'on va produire sur des territoires communs. Et là, c'est aussi un enjeu pour le projet ciblé 4, je pense, voilà, sur les questions de Living Labs, etc., d'identifier en fait des zones où on intervient tous et qui peuvent être vraiment des zones intéressantes pour comprendre ces dynamiques-là. Ouais, Donc, c'est ça ma question en fait. Est-ce que vous avez des dispositifs qui sont inter-PC? ouais, il y en a plusieurs. René Confort, par exemple, je sais plus dans quels autres projets ciblés, peut-être Christophe complétera, mais en tout cas, oui, il y a plusieurs dispositifs où on va être nombreux à travailler dessus et c'est quelque chose, peut-être qu'on a un peu encore le nez dans le guidon voilà, de construction de ces projets ciblés, mais c'est un travail qui est en cours de pouvoir comprendre un peu ces interactions et là où on va interagir en commun et de mettre ça, enfin, d'avoir des visions un peu plus complète de ces zones-là. Donc, c'est- Oui, avec Christophe. oui. Ouais. Donner la Non, parole c'est tout à fait. à C'est Christophe. vraiment un travail qui est en cours et qui est très, très important. Il y a à la fois des dispositifs de recherche pour observer, expérimenter, voire aussi même des plateformes de modélisation qui peuvent être, sur lesquelles on peut croiser en fait différents regards dans des PC différents. Et il y a aussi donc ces territoires d'innovation où là, pour le coup, il y a les acteurs qui peuvent être aussi communes entre les différents PC, quoi, sur la régénération forestière, sur les risques multiples, sur le monitoring. Voilà, donc on est en train de croiser tout ça, donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Et à ce stade, je pense qu'on est assez mûr, en fait. Maintenant qu'on a un peu étalé et consolidé l'ensemble des tâches et des outputs qu'on veut réaliser dans chacun des PC, on va être vraiment en bonne position pour faire ce croisement. Mhm. Et Merci alors, il y a Christophe. aussi la complémentarité en fait entre les sites d'observation. Donc là, on a cité par exemple bon, il y a sur la forêt de production, on va mettre en place le monitoring des oiseaux et des chiroptères sur le réseau Renécophore. Mais au regard de ça, il y a déjà un monitoring qui est mis en place par d'autres acteurs sur des forêts naturelles ou subnaturelles.
Alors, peut-être pas avec les oiseaux et les chiroptères, mais en tout cas, au moins les oiseaux. Hmm. Merci Christophe. Quelques éléments supplémentaires qui sont dans le chat là. La première chose, c'est bonjour à tous. Deuxième point, j'ai oublié de signaler que Sophie Fortuno copilote le PC5 et désolé, désolé d'avoir oublié son nom. J'ai mentionné Christian Pichot. Une question sur à l'envers, hein, sur le fait que la tâche 3 était principalement ciblée sur les forêts privées. Non, elle est ciblée à 75% sur les forêts privées parce que c'est à peu près 70 à 75% du territoire forestier qui est en privé. Mais je pense qu'il va y avoir aussi des informations sur justement les forêts protégées. Donc ça sera intéressant. L'idée, c'est vraiment d'être exhaustif dans une approche qui soit vraiment euh, global plutôt que de se focaliser sur des territoires ou des types de forêts particulières. Daniel Barthélémy pose la question de savoir sur les déterminismes de la nature du sol sur la répartition des plantes de sous-bois. Donc effectivement, dans la tâche 3.2, on a une activité sur la modélisation de la distribution des plantes de sous-bois et on a beaucoup mis l'accent sur le micro-environnement climatique, mais naturellement, les types de sols sont très importants. Et là, on a des cartes qui sont assez précises sur ça. On n'a pas les moyens de refaire des cartes de fertilité du sol. Et je pense pas que ce soit un objectif qui soit réaliste dans le cas de notre projet ciblé, mais on s'appuiera sur l'existant. Et il y en a hein, de l'existant sur ce sujet-là. Christophe pose une question sur la méthodologie pour suivre la biodiversité de façon indirecte dans l'eau de pluie donc par des approches de métabarcoding. Donc, engager comme partenaire une plateforme de génomique labellisée dans ses pratiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra discuter ensemble, hein. Christophe, je ne sais pas si tu avais des idées particulières, mais bon, les techniques maintenant sont assez normalisées, à la fois en termes d'acquisition des données et en termes de bioinformatique. Donc, enfin, pour faire court, moi, je suis pas très inquiet sur cet aspect-là. Mais effectivement, c'est des sujets qui sont intéressants et ça permet aussi d'être un- un- une rampe de lancement de plus de projets, peut-être dans l'appel à projets, qui soient orientés vers ces thématiques sur la biodiversité par des méthodes moléculaires. Voilà. Et puis pour finir, une question sur la mise en place des parcelles actuellement non forestées, mais qui ont été par le passé et qui pourront le redevenir au vu des conditions socio-environnementale. Donc, enfin, de faire des points zéro sur des zones qui sont aujourd'hui pas en forêt, mais qui pourraient être des régénérations naturelles. Je pense que ça, c'est plutôt un sujet pour le projet ciblé RégiAdapt. Et il faudrait plutôt leur poser à eux cette question-là. Mais peut-être pas en termes de parcelles permanentes, mais plutôt en termes de suivi. Et là, la tâche 2.1, là, qui est un suivi, donc une couverture totale de la forêt à l'échelle de 10 mètres de résolution pourrait apporter des éléments de réponse à cette question. Je vais laisser la parole à Thierry Belloir et je ne sais pas si Laurent voulait réintervenir, mais Thierry d'abord. Oui, bonjour et enfin, mais merci Jérôme et Camille pour cette présentation oui, du PC Monitor, effectivement, qui permet de bien poser les choses. Moi, j'avais une question sur un aspect qui, à ma connaissance, enfin, n'est pas évoqué dans le PC Monitor et qui intéresse beaucoup les utilisateurs. C'est sur la partie composition des forêts. Et, enfin, sauf erreur de ma part, c'est un point qui apparaît pas vraiment dans le PC. La composition en essence forestière. Hein. Bon, tu as parlé de la baie des forêts. Donc, on sait que la baie des forêts, euh, elle a certaines limites. Voilà, donc ma question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui a été remonté ou pas dans le cadre du montage du projet? Oui. Et est-ce qu'il y a des choses prévues dans ce sens-là ou pas? Ouais. Alors, une idée qu'on a déjà discutée ensemble, hein, je pense que tu étais impliqué, Thierry, avec Jean-Baptiste et puis Philippe également, c'était de savoir jusqu'à quel point des informations multispectrales pourraient arriver à entre guillemets, améliorer ou mieux documenter la baie des forêts dans des zones
où cette base de données est pas complètement documentée. Il y a pas mal d'endroits où il y a encore des gaps de connaissances. Alors naturellement, c'est pas des gaps de connaissances qu'on peut, enfin des trous dans la raquette qu'on peut nous alimenter en allant sur le terrain sur chacun des sites de parcellaires. Ça serait trop compliqué. Je pense qu'il y aura aussi une discussion à avoir avec les porteurs de cette base de données forêt pour savoir comment elle pourrait euh, elle pourrait avancer. Mais l'approche par la télédétection pourrait être assez riche sur ça. Donc, cette discussion-là, elle est déjà présente hein, explicitement dans la rédaction de la tâche 2.1 et 2.2. La mise en musique de ça, ça reste un objet de recherche. Donc, c'est pas complètement clair qu'on puisse le faire si facilement. Détecter conifères par rapport à feuillus, c'est sans doute possible à faire assez facilement, mais aller plus loin que ça à l'échelle d'espèces, l'essence, ça va être plus compliqué. Mais si c'est possible de le faire, ça sera une avancée majeure. Voilà, je suis allé Pardon, proposer une réponse de Normand, mais je me permets d'interagir maintenant parce que c'est quand même quelque chose qui est fait dans la tâche 4.2. Donc voilà, ce sera fait sur le passé, ce sera lié avec ce qui est présent à l'actuel et ce sera complété avec partiellement des données d'ADN où pour le coup on aura donc une composition de biodiversité des milieux forestiers comme proposé dans la tâche 4.2 en tout cas. ouais. Voilà, je me permets. Merci Bérangère. Donc c'est Bérangère qui est intervenue là. Donc l'idée de la BD Forêt, c'est que sur chaque parcelle cadastrale, il y a une identification de l'essence dominante à l'échelle de la France entière. Donc ça, je pense pas que la tâche 4.2 va arriver à collecter des informations sur chacune des parcelles cadastrales sur toute la France. Mais effectivement, sur les parcelles qui vont être collectées, il y aura des informations nouvelles. Je pense qu'on va pouvoir avancer sur ça. Mais effectivement, l'idée de pouvoir améliorer la base de données forêt, c'est quand même un objectif qui est important. Laurent, je ne sais pas si tu voulais Non, réintervenir. je voulais rebondir sur la question de Daniel pour les plantes de sous-bois et puis le sol. Euh, on a mis au point là maintenant une méthodologie avec la spectrométrie infrarouge sur les sols qui a été inventée sous les tropiques et puis qui a été appliquée sous les forêts tempérées. Et, euh, et donc, on a les moyens maintenant de cartographier des types de sols et puis des propriétés du sol avec cette spectrométrie. Et donc, du coup, et on est en train de réfléchir à un prototypage avec l'hygiène là-dessus. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut, voilà, faut avoir en tête, et qui va permettre Je suis d'accord avec Daniel, c'est-à-dire que les plantes de sous-bois, c'est ce qui va permettre d'accueillir les espèces du futur, en fait, hein, dans les forêts françaises. Et donc, voilà. Et le moyen technique, parce on a traité plusieurs milliers d'échantillons hein, en moins d'un an. Donc, les moyens techniques sont là. On sait les traiter statistiquement et puis on peut fournir des cartes de type de sol et des cartes de propriété du sol. Merci Laurent, parce que c'est vrai que c'est important et c'est souvent le déterminant principal avant les autres. Le microclimat influent parfois plus sur la croissance que sur la distribution, quoi. Donc, si on ne prend pas les sols, je suis pas sûr qu'on aura des corrélations qui auront autant de sens que si on les inclut, quoi. Donc, Ouais, et puis, comme tu dis, hein, les espèces de sous-bois, c'est des abris et oui. pour nos arbres du futur. Hein, donc, Voilà, et puis Euh, c'est sans revenir à la phytosociologie à l'ancienne, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites dans le passé, là, et qui montrent que le sol est un déterminant énorme, quoi, pour la distribution des plantes de sous-bois, voire même le sol passé, quoi, tout ce qui a été fait en Lorraine sur l'occupation des sols à l'époque médiévale, là, montre que, ou en Guyane, ce que l'on retrouve aussi à certains endroits, que c'est hyper important, quoi. ouais. Je sais pas, Jonathan et Romain, Bertrand ont répondu en disant qu'il y avait des informations, mais je ne sais pas si vous êtes présents et vous voulez parler de vive voix avant de prendre la question de Sylvie ou le commentaire de Sylvie. Oui, non, moi je peux intervenir, donc Jonathan Lenoir. Merci en tout cas pour merci Jérôme pour la présentation déjà, et puis merci pour les questions et les compléments.
Donc oui, sur l'importance des conditions édaphiques, c'est clair que si on peut avoir des données de type pH du sol à des fines résolutions, ce sera super intéressant et important de les incorporer. Donc moi, là, il n'y a pas de souci si effectivement il y a... Alors sur, comme le disait Romain aussi dans le chat, sur René Coffort, on a déjà des données, comme René Coffort va être finalement un dispositif très équipé en termes de microclimat et suivi de biodiversité. C'est déjà le cas pour le suivi de la biodiversité des plantes du sous-étage. On va pouvoir bénéficier aussi des données édaphiques parce que René Coffort suit les conditions édaphiques depuis assez longtemps, de manière même assez très précise pour certaines placettes, hein. Dans un sous-réseau du réseau René Coffort, il y a des suivis hyper précis. Donc, on pourra aussi utiliser ça sur le dispositif René Coffort pour faire le lien entre distribution des espèces au cours du temps limite changement des compositions de sol, puisque René Coffort dispose également de suivi voilà, de conditions des éléments du sol. Donc ça, c'est des choses qui vont être super intéressantes et qui sont mobilisables directement sur le réseau René Coffort. Après, s'il y a des techniques qui sont mises au point, et effectivement, c'est super intéressant ce que tu disais, Laurent, sur ces nouvelles techniques qui permettraient de cartographier finalement les types de sols et les conditions édaphiques. Si on peut intégrer tout ça et le faire à grande échelle au niveau national, ce serait vraiment intéressant, puisque là, ça apporterait des éléments concrets pour cartographier encore plus finement et peut-être même quantifier cette question qui a été plus ou moins mentionné par Daniel sur peut-être quelle est l'importance relative entre microclimat et conditions édaphiques, puisque c'est peut-être une question qui reste encore en suspens. On sait que les plantes du sous-étage vont fortement être dépendantes des conditions édaphiques et du microclimat, mais en termes enfin, en tout cas d'importance relative, c'est encore assez inconnu finalement, et ça peut permettre peut-être de tester ce genre de questions intéressantes aussi. Merci beaucoup. Et Juste effectivement, pour en termes compléter, de changement d'échelle, en particulier dans la tâche de modélisation, tâche 3, 4, là, ça va être important d'avoir des informations distribuées sur tout le territoire et au-delà de René-Confort. Donc là, le commentaire de Laurent est super important. juste pour aller dans le sens de l'aspect modélisation, bien sûr qu'on prendra en compte les aspects édaphiques. La seule difficulté qu'on va avoir, en fait, c'est d'avoir ces données en fait, de sol et des évolutions dans le temps cartographiées, quoi. On a des données assez fiables qui donnent l'état à un instant donné. Et par exemple, on a très peu de choses pour le futur et on a très peu de choses pour le passé. Donc, ça sera peut-être difficile d'avoir cette notion de variation temporelle. Et alors, on a prévu dans le cadre de PEPR Faire Carbone, donc du coup, toi, ça fait un lien avec les PEPR. Alors, on va s'intéresser qu'au carbone et l'azote sur les campagnes René-Confort 1, 2 et 3, puisque la 3 va arriver, et puis RMQS Forêt 1 et 2. Donc, on est en cours hein, là-dessus pour faire les choses. Donc, du coup, l'aspect temporel, il va quand même être pris en compte. Voilà. Après, l'aspect spatial, vraiment spatial à l'échelle de la France, bon, bah, c'est au stade embryonnaire là pour le moment avec l'hygiène. Mais j'ai bon espoir que ça marche et puis qu'on puisse fonctionner, quoi. Voilà. Bon, j'étais en mute. Merci à tous pour ces commentaires. On va prendre la question de Sylvie Durieux. Oui, bonjour à tous. Merci Jérôme et Camille pour cette présentation. Alors, j'ai deux commentaires suivis de questions. La première rejoint un peu ce que vient de dire Laurent. La question que je me pose, c'est quelle est l'articulation avec les autres PEPR? Par exemple, bon, tout à l'heure, on parlait de cartographie forestière et dans le PEPR Faire Carbone, il me semble bien qu'il y a un projet de cartographie de la forêt. Alors, en tout cas, actualisation des limites forestières et peut-être même plus actualisation de la baie des forêts. Et il y a aussi un suivi annuel de la biomasse. Donc, je me demandais s'il y a des dialogues entre ces deux PEPR. Euh, et l'autre remarque et question pose sur la tâche 2.1 là, de cartographie, justement.
il y a quand même la France qui a investi énormément via le plan de relance sur l'acquisition de données très haute résolution, LIDAR France entière. Il y a l'IGN qui produit tous les 3 ans des photographies aériennes desquelles on peut dériver en particulier des modèles numériques de hauteur, enfin de canopée. Et la partie cartographie très haute résolution n'apparaît pas du tout. Du coup, je me demandais, enfin, pour moi, c'est vraiment complémentaire des autres approches par spatiales qui n'ont pas forcément aussi. Ben, peut-être effectivement qu'il y aura du plus long terme, tout ça. Il y a une fréquence de revisite plus élevée, mais n'empêche que les données très haute résolution sont aussi importantes. Et en fait, je crois qu'il y avait eu des fiches d'ailleurs dans ce sens-là. Et cette composante-là ne sont pas restées. Je me pose des questions parce que, sachant qu'on sait déjà quand même que les cartes de hauteur produites à partir de Jedi Sentinel saturent, dans les cartes de volume saturent. Donc là, ce qu'on va être dans des peuplements très productifs, on ne va pas avoir une information très précise. Et du coup, quel peut être l'impact aussi sur les questions après d'explication aussi des dynamiques, etc. Merci beaucoup, Sylvie. Sur le premier point, les interactions avec les autres PEPR, en particulier avec Fer Carbone, on a eu des interactions qui sont pas forcément quotidiennes, mais qui sont là. Je pense qu'on aura des complémentarités importantes en termes de modélisation, par exemple, puisqu'il y a des aspects de modélisation forestière sur lesquels qui sont dans le PC 1 du PEPR Forest, qui sont aussi dans notre PC, comme on l'a vu, et qui sont également dans un projet de route forcée qui est piloté par Jean-Marc Limousin dans le cadre du PEPR Fer Carbone. Moi, je vois ça plutôt comme des complémentarités plutôt qu'un travail en silo. On va essayer de travailler les uns avec les autres en mettant des moyens en commun. La mise en musique, c'est une question qui va être importante. Sur les aspects de cartographie, je pense pas qu'on ait eu d'interaction. À ma connaissance, c'était plutôt de notre côté qui était la responsabilité de faire ce travail-là, mais on pourra en reparler. Voilà. Sur l'autre aspect, c'est sur la tâche de 1 que je vais représenter ici. Effectivement, tu as tout à fait raison de dire qu'il y a des informations avec LIDAR HD qui vont être très importantes. LIDAR HD est déjà utilisé dans cette chaîne d'analyse qui est présentée ici comme un entraînement. En tout cas, elle est actuellement déjà, même si ce n'est pas publié. Donc, le fait que LIDAR HD soit disponible à l'échelle de l'ensemble du territoire, ça va considérablement renforcer la qualité des estimations en remplaçant les données JEDI typiquement par LIDAR HD, qui est donc sans commune mesure en termes de qualité. Donc, c'est super important d'avoir les LIDAR HD. Comme tu l'as dit, le désavantage, entre guillemets, de LIDAR HD, c'est qu'on ne pourra pas faire une campagne tous les ans de LIDAR aéroporté sur l'ensemble du territoire. Donc, ça reste intéressant d'utiliser le type d'approche qui est présenté dans ce transparent-là pour avoir des données annuelles, en tout cas des cartographies annuelles. Et puis, la photogrammétrie, c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant également. Là, on propose, alors je ne suis pas rentré dans tous les détails du projet, mais le projet est à votre disposition si vous voulez le consulter. On propose de travailler, de financer une thèse sur ces aspects de photogrammétrie avec les collègues de l'IGN pour travailler un peu à l'échelle de l'ensemble du territoire français, quels sont les développements en termes d'analyse et d'algorithmes. Donc, c'est une thèse qui sera portée par l'IGN et qui sera dans le cadre de cette tâche. Voilà, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, mais Carole, tu avais une question également. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'avais mis un petit commentaire dans le chat, là, Christophe m'a répondu, mais je pense que ça vaut le coup qu'on ait un petit échange oral. On a certainement un peu loupé le coche, nous, au début. Donc, moi, je suis Carole Cardelet, je travaille au CBGP en entomologie forestière. Donc, il me semble, vu les aspects que tu as décrits là dans le projet, il me semble qu'on aurait sûrement des choses, nous, à construire ou à proposer, aussi bien pour les causes des déclins forestiers, parce que là, tu as donné l'exemple du typographe, mais des insectes forestiers qui potentiellement posent problème, il y en a beaucoup, un peu partout, et il y en a qui arrivent tous les jours.
mais aussi en termes de suivi de la biodiversité, parce que je pense que les forêts ont un rôle à jouer pour aller un peu à l'encontre du déclin des insectes et bon, peut-être quelque chose à inventer un peu là-dessus. Donc Christophe, tu disais que effectivement, on pouvait déjà commencer par regarder en termes de métabarcoding, etc. Un des problèmes qu'on a, c'est que les insectes, c'est extrêmement diversifié et qu'on est un peu à l'ouest encore en termes de base de données de barcoding, même si on y travaille de manière assez acharnée. Voilà, il y a maintenant un gros travail en fait à faire de mise en cohérence, de mise à disposition, d'identification taxonomique propre, etc. Et du coup, voilà, je voulais savoir un petit peu plus. Je comprends que, vu la manière de construire les projets ciblés, il n'y a pas eu moyen, et certainement parce que nous, on n'a pas été assez proactifs. Quand je dis nous, c'est l'Entomo un peu au sens large, les collègues d'Orléans, d'Avignon, etc. Euh, Oui, mais ils est-ce se qu'il y sont. aurait Ouais. moyen, voilà, tu dis dans ta réponse, Christophe, qu'il y a peut-être des choses à discuter en amont de vos appels d'offres. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu mieux et puis voir que Mm. nous, on essaye de voir comment se positionner? Ouais, déjà, il y a eu une phase ce printemps où il y a eu déjà du brainstorming sur la biodiversité en général, hein. Donc, il y a un groupe, quoi, une communauté de scientifiques qui ont discuté de quelle biodiversité supplémentaire on pouvait monitorer avec des méthodes matures dans le cadre du PEPR. Les webinaires ont même été enregistrés, hein, ils sont sur la chaîne YouTube, donc vous y avez peut-être participé, mais il y avait, je sais qu'il y avait des entomos, il y avait des spécialistes des champignons, des oiseaux, des chiroptères, bon, etc. Bon, voilà. Après, ils ont, on va dire, de façon collective, quoi, décidé qu'on pouvait partir sur effectivement une extension du monitoring de la biodiversité au-delà des arbres sur à la fois la biodiversité du sous-bois et avec des moyens acoustiques, les oiseaux, les chiroptères. Donc ça, c'est parti. Effectivement, c'est dedans, c'était présenté. Ça, c'est Mais opérationnel. il y a d'autres, il y a des angles morts, évidemment. La biodiversité du sol, on ne la regarde pas non plus. La biodiversité entomologique, tu l'as cité, elle est difficile à appréhender Sachant qu'il y a des et je insectes dans le pense qu'elle sol. doit, quoi, ce type de biodiversité doit encore faire l'objet de projets de recherche ad hoc, quoi. Donc, Ouais. au-delà des projets ciblés, il va quand même y avoir, on a sauvé un appel à projet ouvert, on va dire sauvé, hein, parce que bon, Oui, voilà, oui, on avait prévu d'en faire deux, mais ça sera un seul. j'ai compris. Et je pense qu'il faut mobiliser la communauté scientifique en amont de l'appel à projet, qui sera publié, dont le texte sera publié début janvier, en janvier 2025. Donc, on a un an pour non pas vous faire travailler sur des appels à manifestation chiffrés où on dit nous, go, no go, où on dit il faut marier tel projet à tel projet. Nous, on n'est pas des pairs scientifiques de tous les sujets, donc on ne se sent pas les personnes pour faire ça. Donc, ce qu'on souhaite, c'est la porte d'entrée, ça sera l'animation scientifique, la création de consortiums qui ont des idées en complémentarité de ce qui est fait dans les PC qui se nourrissent évidemment des 4 défis scientifiques qu'on a mis sur lesquels on met l'emphase dans le PEPR. Et on va donner des moyens d'ailleurs à ces communautés de recherche de se rencontrer, de faire du brainstorming et de nous alimenter, de nous nourrir de leurs idées pour que ces idées apparaissent dans l'appel à projet. S'il y a des consortiums, s'il y a des gens, on va pouvoir avoir une adéquation entre l'offre, entre guillemets, et la demande, entre guillemets, quoi. Donc, il ne faut pas qu'on se rate sur cet unique appel à projet. Donc, on va procéder de la sorte. Animation scientifique, discussion de consortium. Bon, ça sera certainement, évidemment, des consortiums qui peuvent être compétitifs sur différents compartiments de la biodiversité ou au contraire les intégrer. Peut-être des consortiums aussi interdisciplinaires où on fait vivre l'approche socio-écosystème. Donc, dans la biodiversité, il n'y a pas que des considérations écologiques, c'est d'autres considérations. Voilà, donc voilà un peu comment on peut proposer d'étendre la composante biodiversité via cet instrument de financement de la recherche. Et puis, Merci, évidemment, Christophe. à côté
du PEPR, il y a toujours des appels à projets que vous connaissez, génériques, de l'ANR, etc., qui peuvent évidemment être soumis. Mais du coup, pour ces consortiums-là, il y aura quelque chose d'organisé au niveau du Voilà, PEPR ou on c'est va à nous de vous l'organiser, organiser? c'est-à-dire qu'on a un conseil scientifique du PEPR, donc on va envoyer un document de cadrage de l'appel à projet. Donc, ce qui nous semble être justement les angles morts et au regard des priorités du PEPR, des sujets sur lesquels on souhaite qu'il y ait des consortiums qui soient présents. Donc, on va travailler sur ce document de pré-cadrage qui sera justement complété par les communautés scientifiques qui s'auto-organisent autour de thèmes et qui pourront continuer à l'alimenter. Le but, c'est d'avoir une version finale de cet appel à projet, on va dire en septembre. Donc, ce qui nous laisse du temps. Hein. Donc, on n'est pas, on n'est pas dans la précipitation. Et en septembre, cet appel à projet, on le soumettra au conseil scientifique, au conseil des porteurs d'enjeux, au ministère, pour voir s'ils sont satisfaits, puisqu'on est dans le cadre d'un PEPR dirigé, avec une lettre de mission. Donc, c'est pas exploratoire, c'est pas la recherche. Donc, on a un certain nombre d'étapes qui valideront le contenu de l'appel à projet et sur laquelle, après, pourront se projeter toute communauté, même si ceux qui n'auront pas fait l'effort de se coopter et d'essayer de trouver, Oui, bien sûr. c'est ouvert, Merci, Christophe. Bon, ça, sur l'aspect prospective, Christophe vient d'expliquer la démarche. Sur l'approche plus rétrospective, comment on a procédé pour mettre en place le projet ciblé, nous, on s'est appuyé quand même sur une approche qui est un petit peu normative. On a essayé de s'appuyer sur l'approche Passifort et on a écouté les recommandations du projet Passifort. Là, Kevin de faire un petit commentaire sur ça, justement, Kevin Darras, en disant que c'était probablement essentiel, effectivement, d'avoir un suivi sur les insectes, mais que un suivi, déployer un suivi à l'échelle de la France entière, c'était probablement pas réaliste aujourd'hui. Alors, donc nous, c'était notre objectif dans le projet ciblé, comme on l'a vu de façon répétée sur toutes les tâches, c'est d'essayer de déployer des outils qui soient à l'échelle de la France entière, pas seulement à des échelles locales. Ceci étant dit, on avait la possibilité d'avoir quand même une toute petite sous-tâche sur cet aspect-là et on ne voulait pas complètement l'invisibiliser, on voulait susciter la discussion qu'on est en train d'avoir maintenant en disant que ce serait quand même dommage de ne pas parler de ces méthodes moléculaires, de ne pas parler du rôle des insectes. Et donc, on s'est appuyé sur un projet financé par l'OFB qui est déjà en cours en Guyane actuellement, qui s'appelle Barcode Rain, et qu'on voudrait déployer sur 1 ou 2 sites et puis vraiment susciter l'intérêt pour continuer cette conversation au sein du projet ciblé et puis naturellement au sein des appels à projets à venir dans le cadre du PEPR Forest. Voilà, donc c'est ça les sous-titres de la discussion, de la présentation qu'on a donnée maintenant. Je redonne la parole à Laurent pour un commentaire. Ouais, moi j'adhère à ce que dit Carole. Euh, on avait proposé un projet biodiversité du sol, justement, pour écouter les sons du sol de la même manière qu'on peut le faire en aérien. Et puis l'ANR, la réponse de l'ANR, c'est super intéressant, mais on a besoin d'un prototype, on a besoin d'avoir une espèce de preuve de concept. Et moi, je trouve que le PEPR, c'est un peu ce rôle-là. Donc, moi, je suis super content, Carole, de ce que tu dis. C'est qu'on pourrait vraiment mettre un groupe en place de ce type-là, c'est-à-dire imaginer ce que pourrait être un suivi de biodiversité pour des choses qui sont hyper difficiles à choper. Parce que nous, dans le sol, si on prélève, on détruit. Enfin voilà, on peut pas faire tout le temps, etc. Et donc on a besoin d'observation continue. Et ça, on n'a pas. Voilà, on n'a pas les instruments pour faire ça. Et je pense qu'on peut se retrouver sur des choses comme ça. Et puis de dire au PEPR, voilà, nous on a besoin de prototypes
Après, bien sûr, on va chercher les sous ailleurs, etc. Mais on a besoin de prototypes, on a besoin de graines pour lancer la machine. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça revient un peu à ce que disait Jérôme. Le projet ciblé, c'est normal que vous ayez ciblé des choses sur lesquelles il y avait des outils opérationnels pour faire des suivis. Et du coup, les écoutes d'oiseaux, les chiroptères, tout ça, ça fait sens, quoi. Mais n'empêche que, enfin, il faut vraiment que sur les parties plus compliquées à suivre, on progresse pour pouvoir, à terme, les inclure, quoi. Et effectivement, on n'est pas opérationnel pour l'instant, mais je suis d'accord que ce serait une super occasion justement d'essayer de développer des trucs sur lesquels on avance, donc que ce soit des bases de données, des outils de monitoring, des outils moléculaires, etc. Et bien sûr, d'accord pour travailler en collaboration avec le sol, d'autant qu'il y a un certain nombre de nos bestioles qui ont une partie souterraine dans leur cycle de développement, Moi, donc je vais te parler des hannetons, ça me fait ça fait chier. du bien. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, enfin, là, on parle du projet Monitor, mais c'est complètement transversal parce que si on a ces outils-là, on peut aussi nourrir une partie des risques multiples, par exemple. Donc, parce que Exactement, là, nos bestioles, exactement. elles Et sont ça fait un lien avec les autres PC. voilà, entre celles qui arrivent et qui causent de nouveaux dangers, celles qui émergent à cause des changements climatiques, à cause d'autres causes de dépérissement de la forêt, etc. Voilà, faut pas que ce soit juste, il y a des dégâts biotiques, faut qu'on aille beaucoup plus en avant. Et là, ça pourrait être une occasion rêvée pour qu'on on se mette un peu à niveau. Après, voilà, c'est compliqué les insectes, parce que les champignons et la biodiversité du sol, parce que c'est extrêmement divers et qu'on a beaucoup de retard. Mais n'empêche que j'aimerais bien qu'on le comble ce retard, quoi. Donc voilà, si on peut effectivement en discuter en 2024 pour être un peu plus au taquet en 2025, ce serait vraiment super. Et bah, avec grand plaisir. En tout cas, là, le, le PC Monitor, là, on est très intéressé par ça, hein, sur plein de raisons. Donc, on sera très intéressé de suivre ces discussions autour de biodiversité qui seront suscitées par Forest. Et si on peut contribuer à ces discussions et puis faire évoluer aussi le projet en fonction de ces avancées, parce qu'il faut quand même qu'on se projette aussi sur 6 ans. Donc, certainement, aujourd'hui, il y a un retard sur l'entomo forestière, et on espère bien qu'on aura un tout autre discours dans 6 ans. C'est bien l'objectif. Très bien, je vous remercie. Je vais essayer de regarder s'il y a d'autres commentaires très différents sur... euh, je ne vois pas forcément. Est-ce que vous avez d'autres commentaires là ou à la volée sur ce projet, ou vous voulez intervenir les uns les autres? N'hésitez pas, hein. Bah, moi, je trouve, franchement, Jérôme, c'est que l'évolution entre les premières présentations et puis la nouvelle, là, c'est un peu comme les autres PC. Il y a eu une maturation qui est extraordinaire. Et je suis vraiment mari des 10 millions de pour, pour ce projet-là parce que franchement, le job a été fait, enfin tout ça, et puis bravo, quoi. Voilà. Merci. Bon, après, je pense il faut pas qu'on oublie qu'il va y avoir des effets leviers aussi grâce à ce projet-là. Donc, si on s'organise bien et si on fait le job, et je ne doute pas que tout le monde soit vraiment motivé pour faire le job au sein du PC Monitor. Je crois qu'on n'a pas de raison d'imaginer qu'on n'aura pas des financements complémentaires pour faire mieux encore que ce qu'on pourrait s'attendre à avoir aujourd'hui. On a essayé justement un des thèmes qui a présidé à la rédaction de ces projets ciblés, c'est d'être assez conservateur, de ne pas vouloir vendre des choses qui n'étaient pas faisables. Donc, l'avantage de cette approche-là, c'est que on a un plan qui est clair, on est assez confiant sur le fait que ça soit réaliste. Rien n'est fait encore, mais bon, on va lancer ça. Et si on arrive à remplir, à livrer ce qu'on s'engage à livrer, je pense qu'on n'aura que des bonnes nouvelles en termes de financement à l'avenir. Et en tout cas, merci pour tes mots positifs, Laurent. Et puis, je pense qu'il y a plein d'idées à lancer derrière ça.
Euh, Christophe, tu as des commentaires à faire pour le Non, non, moi je Forest? pense qu'on va communiquer vraiment beaucoup via donc notre instrument de communication, vecteur de communication, ce sera le site web du PEPR sur justement cette co-construction de l'appel à projet. Et ça, c'est vraiment quoi? C'est vraiment une étape importante. Il ne faut pas qu'on se loupe là-dessus. Donc, on va alimenter le texte avec à la fois avec les expressions d'intérêt individuelles et collectives qui n'auront pas été prises en compte dans les PC parce qu'il y a eu des priorités, quoi. Donc, voilà, il y a ça qui a été déjà réalisé. Il y a des défis scientifiques. Il y a 4 défis, quoi. C'est notre boussole scientifique dans le PEPR, bon, qui donne nos orientations, nos ambitions scientifiques. Et à l'intérieur de ces défis, il y a des tâches qui sont peu encore couvertes dans les projets ciblés. Je cite comme exemple la bioéconomie de la filière forêt-bois, mais ça pourrait être la biodiversité des sols, ça pourrait être la gestion adaptative des forêts. Voilà, il y en a un certain nombre. Donc ça va alimenter aussi le texte de l'appel à projet. Il y a le conseil scientifique qui va travailler, donc on est en train de le former pour justement forger et construire cet appel à projet avec le comité exécutif du PEPR. Et on compte beaucoup, nous, sur l'animation scientifique, donc vos idées à la communauté scientifique pour l'alimenter, quoi. Parce qu'il faut vraiment cette adéquation entre l'offre et la demande, hein. Donc, on a des communautés scientifiques. Si elles sont prêtes, si on sait qu'elles sont prêtes à être mobilisées dans l'appel à projet, c'est quand même mieux que de partir de façon complètement aveugle avec des sujets dont on sait qu'il y a peu de chances qu'ils soient couverts, quoi. Donc, ça sera un truc one shot. Il ne faut pas qu'on se gourre. Est-ce que tu peux dire, Christophe, un mot sur le calendrier de 2024 et quelles sont les réunions qui pourront être Voilà, des donc endroits où on pourrait se réunir physiquement pour oui, parler de tout ouais. ça? Donc déjà, il y aura des moyens financiers pour se réunir physiquement. Si des consortiums, des groupes veulent se discuter d'une thématique, voilà, biodiversité en général ou entomologique spécifiquement. Donc ça, c'est déjà quelque chose. On va vous donner un document de cadrage du contenu de l'appel à projet dès le mois d'avril. Donc, il aurait été nourri par tout ce que j'ai dit. Ça sera qu'une pré-proposition, une première version qui sera finalisée en septembre. Alors, entre avril et septembre, il va y avoir plusieurs étapes. Donc, facilitation justement à des consortiums de recherche de se réunir, de discuter, de brainstormer et de critiquer le premier draft du contenu de l'appel à projet et de le compléter. Et donc ça va faire, bon, ça va être un exercice qu'on soutiendra et dont le produit final sera 1 ou 2 pages qui décrit les ambitions scientifiques, voilà, des consortiums qui auront permis de le nourrir. On va se retrouver ensuite en septembre à la première réunion de lancement du PEPR avec des ateliers de travail satellites qui vont justement permettre de fédérer un maximum les consortiums autour de projets qui seront forcément soumis. Donc, on espère, hein, puisque le texte de l'appel à projet contiendra en gros les idées qui auront été débattues. Tout ce processus sera ouvert, transparent, donc avec des dépôts sur des plateformes sur lesquelles les gens pourront voir à la progression des consortiums qui auront été formés, comme on l'a fait pour les expressions d'intérêt. Donc, la transparence, l'ouverture, ça garantit quand même la qualité et puis le fait que tout le monde puisse y adhérer, quoi. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on va faire dans mon coin. Alors, on peut, hein, tout à fait. On peut aussi être complètement sur le radar, puisque c'est des appels à projets ouverts, de tout ce processus participatif, transparent et collectif. Et puis, à la fin, arriver avec un projet qui, d'ailleurs, peut être de super qualité et être financé. Parce que, de toute façon, les appels à projets, finalement, c'est rien d'autre que comme pour l'appel à projet générique, hein, c'est un jury qui est un peu souverain, international, indépendant, qui va dire ça c'est de la bonne recherche, il faut financer ça, quoi. Donc, nous, on veut aider à l'émergence de consortiums sur des sujets qui nous tiennent à cœur par rapport à la boussole scientifique qu'on s'est fixée. Donc, voilà, en gros, vous avez ces 2 grandes étapes. Donc, soyez à partir du mois d'avril un peu, voilà, regardez un peu, mais on communiquera de toute façon, hein.
Merci beaucoup, Christophe. Laurent, tu voulais... Ouais, non, je suis désolé, je parle tout le temps. Non, j'avais une idée là comme ça, en vous entendant parler. Et puis ça traînait un peu dans ma tête en écoutant tous les autres PC. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire une boîte à idées? C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de répondre, mais juste une boîte aux lettres avec des idées. Bah, Euh, c'est un peu ça, Laurent, hein. Tout à fait raison. Nous, on va être nourris par des idées. On n'a pas, ouais, mais on s'infuse sur faut tous que tu les aies un domaines. creuset, tu vois, faut que tu aies un creuset PEPR Hmm. euh, dans lequel vous allez piocher, enfin, vous voyez un peu les trucs qui émergent, etc. Mais pas forcément centré sur certains projets ciblés, etc. Vraiment un truc global. Ouais. Ouais, la boîte à idées. Euh, Hmm. vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est pas, tu vois, c'est pas des réclamations, des machins, des trucs. Non, C'est non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Alors, la ouais. boîte à idées, si tu veux, en fait, on l'organise, hein, on l'organise physiquement, quoi. Elle n'est pas juste électronique où on pose un sujet, quoi, un individu pose un sujet. Là, ce qu'on veut, c'est passer quand même à l'échelle de consortium, quoi, de gens qui discutent et qui partagent une même ambition scientifique. Mais Donc, il faut pas les deux. Tu penses pas il y ait bah, un- quoi, les expressions individuelles, je pense qu'elles peuvent, elles peuvent faire partie du processus, mais ouais, j'ai. à réfléchir? Moi, je connais Mm. rien. Enfin, je connais Non, pas. non, mais moi non plus, hein, Euh, je suis pas c'est juste que je me disais, tu vois, il y a une idée de creuset là Mm. qui est, tu vois, autant PEPR faire carbone, la communauté, elle est, euh, elle est quand même bien cadrée. Solubiode, Mm. pareil. Bon. PEPR Forest, c'est immense. Non, c'est quand même pas si immense que ça, parce que, bon, on va partager d'ailleurs le document de cadrage avec les priorités scientifiques dès qu'on a le feu vert, on espère bientôt, normalement vendredi, là, nos technocrates vont dire oui ou peut-être pas. On verra, mais on espère que oui. On a travaillé pour. Donc, dès qu'on a le feu vert, on va mettre en accès le contenu du document de cadrage. Ça, c'est important parce que c'est vraiment nos priorités scientifiques. On a discuté depuis 2 ans avec un certain nombre de collègues, dont Jérôme a participé au processus pour témoigner. Et ça, c'est important parce qu'on ne fait pas tout quand même dans le PEPR. Ça, il y a eu des priorités qui ont été posées. Notamment, on a posé. Ce que je veux dire, Christophe, c'est pas pour les traiter, c'est pour les enregistrer Ouais. et pour pouvoir dire au ministère, enfin aux finances. Enfin, alors, je croise les doigts pour vous, hein, franchement, pour tout le boulot accompli. J'espère que ça va marcher puis qu'ils vont vous donner le chèque. Mais tu vois, l'idée, c'est plutôt de prévoir l'avenir après le PEPR. Oui. Alors, effectivement, il y a prévoir l'avenir, c'est prévoir, par exemple, déjà, rien que la pérennisation des dispositifs qu'on va mettre en place. Là, on a vu, par exemple, on va Exactement. instrumenter avec le réseau Renécophore, avec des capteurs de son. Comment est-ce qu'on pérennise ça? Tu vois, ces questions de pérennisation, à la fois de dispositifs en termes de dynamique dans les living labs, on va les adresser dans les projets. C'est une des missions d'ailleurs de pouvoir se projeter au-delà du PEPR qui est réduit maintenant en termes de temporalité. Mais bon, on va quand même beaucoup animer et structurer la communauté scientifique forestière, quoi, sur les domaines forêt-bois, bon, moins bois, mais plutôt forêt, pendant les années qui arrivent, quoi. Donc, on aura des opportunités voilà, de se projeter dans l'avenir au cours du PEPR. Mais bon, moi, je retiens ton idée, hein, Laurent, d'avoir une boîte à idées, même si elle peut partir dans tous les sens, pourquoi pas, du moment qu'elle ne demande pas un Oui, retour, il y a pas effectivement. d'obligation de réponse. Ouais, C'est juste une espèce ouais, d'enregistrement voilà. voilà. En tout cas, le truc qu'il faut retenir, c'est qu'on ne partira pas sur un appel à manifestation d'intérêt chiffré dans lesquels les consortiums vont réfléchir de leur côté et après, il y aura un filtre au niveau du comité exécutif du PEPR qui va dire go, no go ou toi, tu te maries avec lui.
Donc ça, négatif. Moi, je n'utilise pas ça. Et ça, c'est super. Franchement, moi, je veux bien travailler beaucoup avec Carole, avec voilà. Voilà. Animation scientifique, c'est la porte, je pense, d'entrée de... Voilà. Merci Éviter les beaucoup. frustrations. Merci à toutes et à tous. Je pense que, à moins qu'il y ait des commentaires de dernière minute, on vient à la fin de notre échange. Et 31 personnes ont participé à cette réunion, donc c'est un succès. On reste à votre disposition, Camille et moi, pour répondre à des questions plus spécifiques si vous en avez. N'hésitez pas, hein. Et bon, bah, c'est que le début, on espère à partir de vendredi, d'un projet qui va se construire et qui va, j'espère aussi, se co-construire avec vous. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à participer au PEPR Forest et à ce projet ciblé Monitor. Merci beaucoup et puis très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.